quelques minutes que les collègues puissent se connecter. Donc, juste un petit mot d'introduction de ma part pour d'abord remercier Louise et Delphine pour leur participation à ce webinaire et juste rappeler les activités de ce groupe transversal, donc un des trois groupes transversaux du programme TETRAE, groupe transversal Transition agroécologique. Donc, qui est animé avec Florence qui est avec nous et puis Élise Audouin également, là, qui est partenaire du projet TAIOC. Et donc, pour rappeler qu'on a eu notre séminaire en présentiel en mai dernier sur une journée à Paris dans lequel on avait fait cette proposition de webinaire sur des thématiques ciblées. On avait par la suite échangé hein, justement sur des sujets d'intérêt et le travail de typologie qui a été engagé dans le cadre du projet TAIOC voilà, semblait être un sujet qui s'y prêtait particulièrement. Et donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir continuer cette année sur des temps plus courts que notre journée d'études en présentiel de l'année dernière, afin d'approfondir ensemble certains sujets, de partager les résultats en cours, et également voilà, des méthodes qui peuvent être d'intérêt pour plusieurs projets. Et j'en profite aussi pour signaler, concernant les activités de ce groupe transversal, que dans le cadre du colloque de sciences régionales francophones, donc l'ASRDLF à Toulouse fin juin, on est partenaire d'une session spéciale donc, que je porte avec Michael Kimovis, là, qui est avec nous parmi nous. Donc on va diffuser largement aussi dans la communauté Tetrae cette session spéciale qui porte sur les enjeux de transition agroécologique. Et donc on vous encourage vivement via les membres des projets à soumettre et à participer à ce colloque. Euh, donc voilà, sur encore un mot pour remercier Louise et Delphine. Florence, je ne sais pas si toi tu voulais rajouter un petit mot sur le groupe et puis euh, ce qui a été fait dans ce cadre. Donc sur le groupe, on a échangé sur l'an dernier, sur les thématiques qu'on avait en commun. Notamment, on a parlé des services rendus par l'agriculture et l'élevage. On a parlé de résilience. On a parlé d'un certain nombre d'éléments sur les capacités dynamiques et le transfert des connaissances dans les différents groupes. Mais effectivement, sur les activités, là, on est sur une partie de partage d'expérience et d'échange. Merci Florence. Et donc Delphine, tu avais participé justement l'année dernière. Donc Delphine et Louise, on vous laisse la parole sans plus attendre, avec l'idée qu'on garde un temps de discussion d'un quart d'heure, 20 minutes, et qu'on finisse un petit peu avant 14 heures, parce qu'il y a des collègues qui ont des réunions après. On vous laisse l'antenne, Delphine et Louise. D'accord, merci. Je vais juste vous présenter, introduire l'exposé et laisser après la place à Louise qui a fait l'essentiel du travail. Alors, la commande, enfin, quand on avait discuté lors de cette réunion à Paris, ce qui semblait être un peu compliqué pour tout le monde, c'était d'identifier des agriculteurs en agroécologie pour après soit les enquêter, soit travailler avec eux, soit plein de choses. Donc c'est bien vraiment sur cette question de l'identification des agriculteurs en agroécologie que qu'on a orienté la présentation et plus particulièrement nous parce qu'on est le projet TAIOC, c'était plutôt des irrigants engagés en agroécologie. Donc le projet TAIOC, il, il a pour objectif d'examiner les questions d'agroécologie et d'irrigation et comment euh, ces deux notions se répondent, se complètent et donc à la fois comment l'agroécologie peut apporter au système irrigué et comment l'irrigation peut être éventuellement un levier pour l'agroécologie.
Donc, et ça, on le regarde à différentes échelles, de la parcelle jusqu'au territoire. Et pour ça, il nous fallait vraiment avoir des interlocuteurs qui soient engagés en agroécologie, parce que l'idée, c'était d'examiner dans un premier temps comment les gens faisaient en agroécologie, déjà s'ils existaient, ces gens-là, ces irrigants en agroécologie, et puis quelles pratiques ils mettent en œuvre, comment, quels sont leurs besoins en termes d'accompagnement. Bon, il y avait plein de questions autour de cette notion-là et qui nécessitaient d'aller voir et trouver ces agriculteurs. Voilà. Donc ça, c'est le cadre du projet TAIOC. Donc si vous voulez en savoir plus sur le projet TAIOC, il y a une page LinkedIn que vous pouvez consulter. Il y a plein d'informations. Donc là, je vais laisser la parole à Louise qui a été bon, le début du travail a été fait par un autre ingénieur, mais c'est quand même Louise qui a fait l'essentiel du travail. Donc je lui laisse la parole et c'est elle qui va faire la présentation et vous expliquer tout ça. Et puis je reviendrai à la fin s'il y a besoin de choses particulières. Ben, Louise, je te laisse. Merci. Bonjour à tous. Alors, pour la présentation d'aujourd'hui, j'ai présenté ça par étapes. Donc, vous voyez sur l'écran, il y a étape 1, étape 2, étape 3. Donc, sur la première partie, je vais discuter des étapes préliminaires au choix de la méthode. Ensuite, de comment on a construit l'outil et la stratégie de diffusion qu'on a employée. Et ensuite, je vais vous présenter des résultats sur l'identification des approches agroécologiques chez les agriculteurs irrigants. Donc, pour les étapes préliminaires au choix de la méthode. Donc d'abord, je vais vous présenter des constats qu'on a eus pour trouver des agriculteurs ayant une démarche agroécologique. Ensuite, des bases de données qu'on a pu envisager et la solution qu'on a choisie. Donc, les constats, ce sont les suivants. Donc d'abord, les perceptions de l'agroécologie, elles sont différentes. Elles sont différentes dans les discours et les perceptions entre les acteurs, parce qu'ils ont des contraintes et des intérêts différents. Et bon, la première difficulté auquel on se confronte, c'est qu'il n'y a pas d'annuaire qui centralise tous les agriculteurs qui sont dans une démarche agroécologique. Donc partant de ces constats-là, on peut essayer on a pu s'intéresser à deux options de base de données. Donc la première, c'est le recensement agricole. Donc les avantages, c'est que ce sont des données qui sont individuelles, qui identifient les irrigants, et il y a quelques pratiques agroécologiques qui sont listées sur la diapo. Les inconvénients, c'est que ces questions, elles ne recouvrent pas l'ensemble des approches agroécologiques, les questions ne sont pas compréhensives, les données sont sur une année de campagne, et quand on est un projet de recherche et qu'on demande à avoir accès au EGRA, c'est une procédure avec un coût d'entrée important parce que la procédure est assez longue et on peut avoir une incertitude sur le résultat de la demande d'accès. La deuxième chose, c'est qu'il existe pour les labels, les certifications et les systèmes participatifs de garantie, certains annuaires qui sont présents sur les sites web. Donc déjà, ils existent, donc ça c'est un avantage. Et ensuite, on peut imaginer que chaque label, certification ou système participatif de garantie pourrait être attaché à certains objectifs agroécologiques. Les inconvénients, c'est que ces bases de données ne sont pas forcément mises à jour. On a des hétérogénéités des informations entre les bases de données, et pour une même base de données, on n'a pas forcément toutes les mêmes informations pour toutes les fermes. On a peu de retours quand on essaye d'appeler par téléphone les personnes qui sont sur ces sites web parce que, en fait, ils ont l'impression que c'est du démarchage commercial. Et donc, comme les informations sont hétérogènes entre les bases de données, c'est pas forcément évident d'accéder aux informations de contact, où les fermes se situent exactement, ou les ateliers végétaux. Donc, la solution qu'on a choisie, c'est de repartir de zéro en développant et en diffusant une enquête en ligne.
Donc ça m'amène à l'étape 2. Comment est-ce qu'on a construit l'enquête en ligne? Donc c'est cet outil qu'on a pu choisir et les stratégies de diffusion qu'on a mises en place. Donc la première question qui se pose, c'est comment on formule les questions pour identifier ces approches agroécologiques. Ensuite, c'est comment est-ce qu'on essaye de cibler les agriculteurs qui nous intéressent. Et ensuite, comment est-ce qu'on diffuse et quelles sont les stratégies d'adaptation qu'on a pu avoir pour la diffusion au cours de la campagne. Donc, on avait deux options en fait pour formuler les questions pour identifier les approches agroécologiques. La première, c'est par pratique. Donc là, on s'appuie sur Vézel 2014. Et la deuxième option, c'est par principe. Donc là, on fait référence à son article de 2020. Pour ce qui concerne les pratiques, donc là, vous voyez un schéma qui a été adapté de Vézel 2014. Donc, on a ce qu'a présenté Delphine en introduction, les différentes échelles d'application des pratiques agroécologiques de la parcelle au paysage. Et on a des ensembles de pratiques, donc par exemple la gestion des adventices, ravageurs et maladies, ou la gestion de l'irrigation. Donc ce qu'on constate, c'est qu'en fait, il n'y a pas de pratique qui est liée aux aspects socio-économiques. Donc ça nous pose problème parce qu'on considère que les aspects socio-économiques font partie de la transition agroécologique. Et la liste est très longue. Sauf que pour faire une enquête en ligne, il ne faut pas que le questionnaire soit trop long, sinon on risque que les agriculteurs se désengagent lors du remplissage du questionnaire. La deuxième option, c'était par principe. Donc là aussi, on peut avoir des difficultés parce que il peut y avoir un risque de biais d'interprétation qui soit important, car la formulation des principes n'est pas forcément assez concrète pour les agriculteurs. Et encore une fois, les aspects socio-économiques sont peu mis en valeur dans la formulation des principes par Vézel. Donc, suite à ça, ce qui a été choisi par le projet, c'est de s'appuyer sur les principes qui ont été définis dans le cadre du projet OSEI. Donc là, vous voyez à droite, il y a une capture d'écran de la page web, enfin du site web du projet. Donc c'est un projet qui est porté par Solagro. Et sur une de leurs pages web, en fait, ils ont des formulations de principes à destination des agriculteurs. Et il a été décidé au sein du projet que ça traduisait assez bien les principes agroécologiques de Vézel, sans oublier les aspects socio-économiques. Donc là, vous avez la formulation des 11 objectifs agroécologiques. Donc là, on parle ni de principes ni de pratiques, mais d'objectifs agroécologiques. Donc en fait, ces 11 objectifs correspondaient à 11 questions, qui étaient des questions fermées avec un choix unique, parmi pas du tout, un peu, moyennement, beaucoup, énormément. Par exemple, si on prend le premier objectif agroécologique, l'agriculteur devait dire « Ah, je mets en place des pratiques pour augmenter la fertilité du sol. Est-ce que j'en mets un peu en place, enfin pas du tout en place, un peu, moyennement, beaucoup ou énormément. Donc on avait 11 questions et 5 modalités de réponse qui étaient possibles. Donc parmi ces 11 objectifs agroécologiques, donc vous avez les mots-clés qui sont en gras. On avait aussi pour les aspects socio-économiques, je favorise et ou développe la vente en circuit court et équitable. Ou encore, je mets en place des pratiques pour améliorer les conditions de travail pour tous. Pour la stratégie d'échantillonnage, donc en fait, quand la personne cliquait sur le lien, la première chose qu'il pouvait voir, c'était l'introduction du questionnaire. Donc là, vous avez une capture d'écran de cette introduction sur la gauche. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'annoncer directement en introduction du questionnaire qu'on cherchait des agriculteurs qui étaient en transition agroécologique et que l'objectif du projet, c'était de caractériser des systèmes agroécologiques irrigués d'Occitanie. Et donc, ce travail-là, on l'a aussi fait dans la diffusion des informations. Et l'objectif, c'était d'avoir une centaine de répondants. Concernant la diffusion de l'enquête, donc ça a eu lieu de mars 2023 à juillet 2024, et la clôture a eu lieu en août 2024. Donc la première stratégie, c'était de demander aux chercheurs du projet de partager le lien directement sur leur réseau et d'identifier des contacts relais qui eux-mêmes pouvaient partager ce lien à des plus larges audiences.
Donc, en ce qui concerne la première stratégie, donc demander aux chercheurs du projet de diffuser les liens. Donc, il y a eu des diffusions en ligne qui ont été publiques. Donc, le lien du sondage a été partagé sur plusieurs groupes Facebook, sur la page web des bonnes pratiques pour l'eau du Grand Sud-Ouest, et via des posts LinkedIn, dont l'Association française d'agronomie a pu faire le relais. On a aussi partagé le lien du sondage avec une vidéo d'explication, aussi sur le groupe Facebook du projet TAIOC et aussi sur la page LinkedIn de la chaire partenariale eau, agriculture et changement climatique. Et donc, en ce qui concerne l'identification des contacts relais, donc ça c'était un gros travail. Donc on a identifié 137 contacts. Il y en a 83 qui ont été contactés par email et par téléphone. Mais au final, il n'y a que 9 d'entre eux qui ont pu confirmer des actions de diffusion. Ensuite, plus de 4500 mails ont été envoyés aux mairies. On n'a pas eu de retour confirmé de diffusion de la part de ces mairies directement. Et il y a eu une campagne d'affichage à l'Institut Agro pour toucher les étudiants et le personnel qui pouvaient potentiellement connaître des agriculteurs. Donc les constats, c'est qu'en fait, on a peu, voire pas du tout, de diffusions qui ont été confirmées par ces acteurs. Donc là, le tableau que vous voyez en dessous, en fait, c'est la liste des acteurs qui ont été contactés, avec le nombre de contacts identifiés, le nombre de contacts contactés qui ont été confirmés, ceux qui ont confirmé avoir envoyé le sondage, et un indicateur de taux de réussite du contact sur par exemple 41 personnes qui travaillent à la Chambre d'agriculture. Il y en a 21 qui ont été contactés et 2 seulement qui ont pu confirmer la diffusion de l'enquête. Donc ça fait un taux de réussite entre guillemets de 10%. Donc suite à cette difficulté, on a mis en place des adaptations au cours de la campagne. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a ciblé des animateurs locaux qui étaient directement en lien avec les agriculteurs et on s'est appuyé sur les réseaux de chercheurs et de stagiaires qui pouvaient mener déjà des campagnes qui étaient en cours, et on a essayé d'introduire en fait les questions qu'on avait dans le questionnaire en ligne qui n'étaient pas déjà présentes dans leurs enquêtes pour pouvoir obtenir des réponses qui étaient complètes. Et donc ça a mené à avoir des meilleurs taux de réponse parce que les contacts avec les agriculteurs sont déjà établis et les questionnaires sont réalisés directement en face à face avec les agriculteurs. Et ensuite, en ce qui concerne la mobilisation des animateurs locaux, en fait, c'est beaucoup plus simple parce qu'ils ont déjà une relation de confiance avec les agriculteurs. Donc, ça peut demander du temps, en fait, de convaincre ces animateurs locaux de pouvoir réaliser eux-mêmes cette campagne d'enquête. Mais une fois que c'est fait, en fait, on a des très bons taux de réponse grâce à cette relation de confiance où l'animateur est capable de pouvoir convaincre l'agriculteur de l'intérêt de cette enquête. Donc, si on fait un bilan de la solution qu'on a choisie, donc l'avantage d'avoir une plateforme qui est en ligne, c'est qu'en fait, on peut centraliser les données. Les données sont appropriées à l'étude. Quand le questionnaire est rempli directement en ligne, en fait, ça permet de moduler parce que, par exemple, il y avait une question où on demandait à l'agriculteur s'il était irriguant ou non. S'il l'était pas, il y avait toute une section du questionnaire que l'agriculteur n'avait pas à remplir. On a pu utiliser un outil qui était interne à l'INRAE et on respecte le RGPD. Quand le questionnaire est rempli en ligne et même quand c'était par exemple des chercheurs qui sont allés voir directement des agriculteurs, ils avaient l'option de ne pas partager leurs contacts. Les inconvénients, ce que moi j'ai pu constater, c'est que c'est beaucoup plus efficace si on a un réseau d'acteurs au préalable et des personnes qui sont convaincues de l'enquête pour avoir une diffusion efficace. Et ça, c'était une des difficultés principales en fait pour mener cette enquête en ligne. C'est que parfois, il a fallu appeler des animateurs ou organiser des visios avec des animateurs, même si c'était relayé par des partenaires du projet. En fait, on pouvait aussi ne pas convaincre ces animateurs et donc c'était beaucoup de temps passé à essayer de convaincre ces personnes de relayer l'enquête, mais qui, en fin de compte, ne le faisaient pas. Parce que ces profils d'agriculteurs en transition sont déjà assez sursollicités, et donc c'est compliqué de convaincre ces agriculteurs.
Ensuite, quand l'enquête était diffusée par des partenaires, c'était pas forcément évident de faire le suivi de diffusion et d'avoir des retours en fait si les diffusions ont été effectivement faites ou non. Donc c'est compliqué en termes de suivi. Ensuite, lorsque des animateurs en fait ont réalisé les enquêtes par eux-mêmes, il a fallu mettre en place des formulaires de protection des données qui étaient communes à la structure de l'animateur. Donc ça demande aussi un travail supplémentaire. Une des difficultés quand l'agriculteur a rempli le questionnaire directement en ligne, c'est qu'il ne peut pas forcément demander de clarification sur les questions posées. Et par contact direct, ça implique que si l'agriculteur pose une question de reformulation, eh bien, chaque enquêteur peut avoir un biais sur son interprétation de la question. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients. Et ce que je vois comme suggestion d'amélioration, c'est que si une enquête de ce type a pour objectif à être répétée plus tard, c'est qu'il faudrait former les animateurs aux biais qu'ils peuvent introduire et avoir une question sur le formulaire en ligne pour enregistrer qui a rempli le questionnaire. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait manuellement, mais ça aurait été bien pratique de pouvoir avoir ça. Donc ensuite, les résultats. Donc la dernière partie, l'identification des approches agroécologiques chez les agriculteurs irrigants. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer la répartition spatiale des répondants. Ensuite, nos 4 profils d'agriculteurs irrigants. Et ensuite, on va parler des relations entre les profils et les variables structurelles des exploitations agricoles. Donc ici, vous avez une carte qui représente la région Occitanie. Donc le fond de carte, c'est les surfaces irriguées en hectares par kilomètre carré. Les cercles les diagrammes, ce sont chaque agriculteur a un cercle. La taille du diagramme, ça correspond à la surface agricole utile. Et les couleurs correspondent aux ateliers de production végétale. Donc parmi ces 104 répondants, on avait 90 irrigants. Vous avez la légende à droite des différents ateliers de production végétale. Et le diagramme qui est ici, donc en coloré, ce sont les données de l'échantillon, donc 104 fermes, et en gris, ce sont les données régionales, donc on a 16 500 fermes. Donc là, ce qu'on constate, c'est que on a les viticulteurs qui sont plutôt près de la côte méditerranéenne, ce qui est assez cohérent, et tout ce qui est grande culture plutôt sur la partie ouest de la région. Et ensuite, on voit beaucoup moins les maraîchers parce qu'ils ont des surfaces qui sont plus petites, mais ils sont bien là. Là, par exemple, on en a un. Hop. Donc sur les 4 profils, donc je vous ai épargné toutes les analyses statistiques parce que je me suis dit que ça serait un petit peu long et que je voulais pas vous endormir non plus. Mais là, ce que vous voyez sur la gauche, c'est donc un tableau. Vous avez G1, G2, G3, G4. Donc là, on a les quatre profils. Et ici, vous avez donc chaque objectif agroécologique que j'ai pu présenter au départ dans les slides d'avant. Et donc ici, le 0, ça va être pas du tout, le 1, un peu, le 2, moyennement, le 3, beaucoup, et le 4, énormément. Et donc en fait, c'est les fréquences des agriculteurs au sein des groupes. Donc là, par exemple, pour le groupe G1, pour mettre en place des pratiques pour augmenter la fertilité du sol, en fait, on a 90% des agriculteurs de ce groupe qui ont répondu moyennement et 10% qui ont répondu beaucoup. Donc ça, c'est pour la manière de le lire. Ensuite, vous avez les parangons, donc qui sont les pointillés. Ce sont les individus les plus représentatifs de chaque groupe. Et lorsque les valeurs sont significativement différentes au sein d'un groupe, on a les points qui sont ici. Donc là, vous avez les p-values et les fréquences observées. Donc en fait, ce qui se passe, ce qu'on voit à travers les différents groupes, c'est qu'il y a 3 objectifs agroécologiques qui ne sont pas discriminants entre les groupes. Donc c'est améliorer les conditions de travail. Ensuite, développer les circuits de vente locaux et équitables et diversifier ses sources de revenus. On ne voit pas forcément le mieux sur ce tableau, mais quand on a regardé les différentes dimensions et les objectifs agroécologiques, c'est vraiment ce qui ressortait.
Donc, si on place en fait nos 4 groupes sur les niveaux d'engagement, les niveaux globaux d'engagement en agroécologie, on va dire que celui qui est le moins engagé, c'est le groupe G3, qu'on a appelé les modérés. Ensuite, on a le groupe G1 qu'on a appelé les fondamentaux. Ici, vous avez les effectifs de chaque groupe. Et ensuite, on a les équilibristes qui sont relativement engagés et les maximalistes qui sont qui correspondent au groupe le plus engagé de nos différents profils agroécologiques. Donc en fait, nos groupes, ils se distinguent sur un niveau global d'engagement, mais aussi sur des engagements sur des objectifs spécifiques. Par exemple, les modérés, qui sont en fait les moins, on va dire, engagés sur les approches agroécologiques, eux, ils sont relativement plus engagés sur l'autonomie énergétique et les démarches collectives. Donc c'est une exception à leur niveau assez faible d'engagement. Ensuite, les fondamentaux sont relativement peu engagés sur l'autonomie énergétique et les équilibristes également. Donc, une fois qu'on a constitué ces groupes, donc uniquement sur les objectifs agroécologiques, la question qui se posait, c'est est-ce que si on regarde les variables structurelles des exploitations, par exemple la surface agricole utile ou les types d'ateliers, est-ce qu'on voit que certains groupes correspondent plus à une variable qu'à une autre? Donc là, il s'en est suivi tout un tas d'analyses statistiques. Au global, on a peu de corrélations significatives entre les groupes qui ont été constitués et les variables structurelles des fermes. Entre ces 4 groupes, on n'a pas de différence significative sur la localisation, la part des surfaces irriguées, le nombre d'ateliers, les types de cultures et les labels certification et SPG. On a quelques différences significatives. Donc, par exemple, les surfaces cultivées totales médianes, on a 125 hectares pour le groupe des équilibristes et 35 hectares pour le groupe des maximalistes. Et sur les accès aux retenues d'eau et aux lacs collinaires, donc on a 2 groupes qui n'ont aucun accès aux retenues d'eau et aux lacs collinaires. 26% des agriculteurs des équilibristes ont cet accès et seulement 3% des agriculteurs des maximalistes. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, il est important de passer par d'autres types de questions pour pouvoir identifier les profils agroécologiques de ces agriculteurs, parce qu'en fait, comme on a très peu de corrélation sur ces variables, si on pose uniquement les questions des variables, on a peu de chance en fait de pouvoir distinguer les différents niveaux d'approche agroécologique de ces agriculteurs. Ok, donc ça c'est ce que je viens de dire, le petit 1. Donc la deuxième chose, c'est qu'on a un intérêt à renforcer les relations avec les animateurs de groupes d'agriculteurs, parce que comme ils ont des relations directes et de confiance avec les agriculteurs, c'est idéal pour qu'on ait des meilleurs taux d'engagement, même si effectivement ça nécessite du temps en amont pour expliquer le projet et les convaincre de son intérêt. Et le troisième point, c'est qu'on a un intérêt fort à mutualiser les formulaires RGPD entre projets ou entre actions d'un même projet. Comme on peut toucher les mêmes agriculteurs, en fait, on a eu ce cas pendant le projet où en fait c'était Défi Bio et notre projet où en fait on s'est rendu compte qu'on avait des agriculteurs qui étaient communs dans notre base potentielle d'enquête. Et donc on a mis en place un formulaire commun, pas sur ma partie, mais pour d'autres stagiaires qui ont enquêté. Et en fait, l'avantage de faire ça, c'est que en fait, souvent, c'est arrivé qu'on contacte des agriculteurs qui avaient été contactés par d'autres projets et qui en fait ne comprenaient pas pourquoi la même institution les contactait 2 fois. Donc, de faire ce travail-là, ça permet d'assurer une cohérence pour l'agriculteur, parce que en fait, on vient en tant que l'institution, même si après, entre projets, on peut réfléchir à qui est-ce qu'on enquête et éventuellement peut-être se répartir les différentes personnes enquêtées pour éviter justement un surpâturage de ces profils qui sont déjà très occupés. Et voilà, j'ai fini.